maintenant un intervenant qui va nous parler musique. On ne le présente plus, mais quand il faut le présenter, on ne sait pas vraiment par où commencer. Donc je vais énumérer ses différentes activités. Il est docteur en philosophie, musicographe, également rebouteux, collaborateur d'Éléments, de Crisis, de la Nouvelle Revue d'Histoire, et en charge de la formation en philosophie des auditeurs de l'Iliade. Merci d'accueillir Jean-François Gauthier. Vous avez entendu depuis ce matin beaucoup de personnes très savantes. Et voilà que quelqu'un vient vous parler de la transmission de la musique et surtout de la musique populaire. Parler de ça des Français, c'est quasiment une provocation. Bon, pas tout à fait pour ceux des plus jeunes qui, hier soir, ont fêté la Saint-Patrick dans des tavernes irlandaises. Mais bon, s'ils ont aimé cette musique-là, sur des fiddles gaéliques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aiment la musique transmise, mais à condition que ce soit la musique des autres, puisqu'en France, on ne s'occupe pas trop de transmettre nos traditions musicales. Et c'est un tort. C'est un tort, et ça, les musiciens le savent depuis très longtemps. Quand on a commencé à imprimer des partitions au XVIe siècle, il y a eu énormément de recueils de partitions pour le luth, qui était l'instrument le plus pratiqué en Europe. Et ces recueils de partitions consistaient essentiellement en suites de danses, des villanelles, enfin c'était divisé surtout en hautes danses et basses danses. Les hautes danses, c'était les danses au pied levé. Les basses danses, c'était les danses au pied glissé. Et il y en avait toute une variété selon les lieux, selon les occasions. Et cela, les musiciens ont toujours tenu à le transmettre. Et ça s'est transmis chez les plus grands. Quand vous regardez les 2 premiers livres de pièces pour le clavecin de Couperin, qui a été maître de clavecin à la Chambre du Roi à Versailles, il s'agit essentiellement de danse. Si vous regardez les grandes partitas et suites de Bach, les 6 pour le violoncelle, les 3 partitas et 3 suites pour le violon, il y a les 6 suites anglaises, les 6 suites françaises, les 6 suites tout court pour le clavecin. Ce sont toutes des suites de danse. Autrement dit, ces compositeurs considéraient qu'il y a dans la musique de danse, dans la musique à danser, quelque chose qui appartient à un héritage qu'il est très important de magnifier, d'une part, et de transmettre, d'autre part. Il se trouve que depuis 4 ou 5 ans, il y a de plus en plus de stages de formation, de bals, de week-ends, durant lesquels des groupes de musique traditionnelle et de danse traditionnelle essayent de transmettre ce qu'ils ont à dire à ce propos. Et cela est plutôt positif parce que la danse populaire, la danse traditionnelle, c'est la construction dynamique d'un espace commun. Et c'est donc un acte identitaire et communautaire. C'est quelque chose qui a été très très important jusqu'à on va voir tout à l'heure quels ont été les grands destructeurs de cela. Mais bon, la tradition de suite de danse et de la tradition qui consiste à magnifier les danses, elle s'est transmise chez le plus grand. Chopin, qui est probablement le compositeur pour piano le plus joué aujourd'hui sur la planète, c'est 18 valses, 19 polonaises et 69 mazurkas. Ça n'est pas n'importe quoi. Prenez un compositeur comme Ravel, une pavane, une malagueña, une habanera, un menuet, une rhapsodie espagnole, une série de 8 valses nobles et sentimentales, une forlane, un rigodon, son extraordinaire poème symphonique, la valse,
Et je passe sous silence, parce qu'il a été trop surjoué, son fameux boléro qui a remporté tous les grands prix de la SACEM. C'était la partition du répertoire français qui rapportait le plus. Alors, une fois qu'on a souligné ça, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que les Français ont la réputation, qui n'est pas totalement usurpée d'ailleurs, de chanter faux et de danser mal? Alors ça n'a pas toujours été le cas. Louis XIV, qui était guitariste, luthiste et claveciniste et danseur, avait accordé une place majeure à la musique traditionnelle. Il était allé jusqu'à donner comme maître de musique à deux filles qu'il avait eues avec Madame de Montespan, Mademoiselle de Blois et Mademoiselle de Nantes, jusqu'à leur donner pour maître de musique Michel Richard de Lalande, qui allait devenir son maître de chapelle à Versailles. Et le premier biographe de Michel Richard de Lalande assure que pour les jeunes Montespan, Sa Majesté lui faisait composer de petites musiques françaises qu'elle venait examiner elle-même plusieurs fois le jour et qu'elle lui faisait retoucher jusqu'à ce qu'elle en fût contente. Autrement dit, à cette époque-là, la formation et la transmission de l'héritage musical était une tâche première jusque dans la maison du roi et soulignée par le roi lui-même. Il n'y a eu que deux grands régnants qui ont manifesté ce genre d'attitude, Louis XIV en France et Frédéric II en Prusse. Alors Louis XIV tenait même la musique et la danse pour avoir un rôle politique. Lorsque Louis XIV, dans un ballet composé par Lully et mis en place par Beauchamp, qui était son maître de danse, tenait la place du Soleil, il y avait des places qu'il désignait lui-même pour tel ou tel membre de l'aristocratie qui pouvait éventuellement lui déplaire, et ils occupaient des places d'étoiles autour du Soleil. Le terme est resté, le terme d'étoile, pour les grands rôles dans les ballets. C'est un terme international qui est préféré même à celui de star, c'est très bien. Ce que voulait dire Louis XIV par là, dans l'organisation de l'espace politique, il y a une hiérarchie, et en haut de la hiérarchie, il y a le roi. Et vous allez le danser pour bien vous en imprégner. Il y avait donc là, dans la construction d'un espace, une symbolique politique qui était bien comprise par les aristocrates qui pouvaient être éventuellement, en quelque sorte, condamnés à danser avec le roi. Il est évident là que la musique dansée est un art identitaire, c'est un art qui caractérise une manière de vivre, c'est un art qui caractérise une manière de vivre selon les circonstances. On peut avoir des danses plus amusantes, des danses plus sérieuses, des danses plus codées. Et en toute hypothèse, on a dans la musique de danse une codification d'un espace de socialisation communautaire. Alors si tout cela a été reconnu et transmis en France pendant si longtemps, comment se fait-il que les Français soient devenus en matière musicale les ignares qu'ils sont? Il faut se rappeler qu'il y avait deux grands vecteurs de transmission de la musique. Le premier vecteur, c'était une organisation professionnelle, c'est-à-dire, comme l'étaient les menuisiers ou les maçons, où il y avait des confréries. Et parmi ces confréries, il y avait bien sûr celle des ménétriers, tout à fait équivalente à celle que Wagner a mis en scène dans Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Ces confréries-là
ces associations professionnelles assuraient l'essentiel de l'animation musicale en milieu rural et une grande partie de ce qui se faisait dans les milieux urbains en dehors du domaine des églises. Deuxième grand vecteur, c'était précisément les églises, puisqu'elles assuraient une très très grande partie de l'instruction générale et de l'enseignement musical. C'était d'ailleurs les mêmes écoles qui dispensaient les mêmes enseignements. Ce que Bach faisait à Saint-Thomas à Leipzig. Bach avait sous sa responsabilité non seulement les cantates dominicales, mais aussi l'école Saint-Thomas. Il avait la responsabilité de l'enseignement général et bien sûr de l'enseignement musical, et c'est là qu'il prenait ce qui allait être ses chanteurs ou ses instrumentistes. Et ça a parfaitement fonctionné en France. Quand on voit dans les grandes séries de grands compositeurs des XVIIe et XVIIIe, André Campra par exemple et Jean Gilles, qui ont laissé deux des plus magnifiques requiem de l'histoire de la musique française, ont été tous les deux des anciens élèves de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Jean-Philippe Rameau, qui était le grand homme du règne de Louis XV, il a été formé à la collégiale Saint-Étienne de Dijon. Michel Blavet, qui a été le créateur de l'opéra comique français, a été formé à la collégiale de Besançon. Mondonville, qui a été, alors lui, le plus grand dramaturge en musique après Rameau, il a tout appris de son métier de base à la cathédrale Saint-Just de Narbonne. Gossec, qui a été l'initiateur de la symphonie à la française, qui était un grand ami de Mozart, il a été formé à la cathédrale d'Anvers. François Giroud, François Giroud, qui a été le dernier maître de chapelle et le dernier surintendant de la musique de Louis XVI, il est sorti de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, etc. On voit donc qu'il y avait là une pépinière de formation et de transmission qui était tout à fait extraordinaire et qui a justifié l'émergence de cette pépinière de talents. Alors, il y a eu deux problèmes à la Révolution, la fermeture des églises, donc la fermeture des médicanteries et des écoles de musique, et puis l'interdiction des corporations, c'est la loi Le Chapelier de 1791. En d'autres termes, le devoir, la tâche de formation et de transmission s'est arrêté là. Alors, il y a eu, bien sûr, la création des conservatoires par la Constituante en 1795. D'abord celui de Paris, puis il y a eu ceux de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, de Lille, etc. Mais c'était des écoles dans lesquelles on a commencé à répondre aux urgences. Et l'urgence, c'était de former des instrumentistes à vent pour accompagner les hymnes révolutionnaires en plein air. Des instrumentistes à vent, pourquoi ? Parce que quand on chante en plein air, c'est pas avec une contrebasse ou une harpe, et les jours de pluie, c'est pas avec un violon, il faut accompagner ça, évidemment, avec des instruments à vent. Alors, il y a une conséquence pratique, c'est l'école de vent française a été la meilleure de la planète pendant 2 siècles. C'est de cette école que sont issus des gens comme le flûtiste Jean-Pierre Rampal ou le trompettiste Maurice André. Mais le problème, alors, du point de vue de l'écriture musicale, c'est qu'on s'est mis à enseigner là-dedans la marche à 4 voix. Il fallait écrire 4 voix superposées. Bon, c'est de la polyphonie quand même, c'est sûr, mais c'est un enseignement qui a perduré pendant un temps fou. Berlioz, au début du XIXe siècle, se révoltait contre cela en disant qu'il avait horreur de marcher, c'est pas ce genre de choses qu'il fallait écrire. Debussy, dans les années 1880, avait exactement les mêmes problèmes avec l'organisation du Conservatoire de Paris. Ce qui fait qu'il a loupé 3 fois ou 4 fois le prix de Rome. Et ça a perduré jusque dans les années 1960, puisque moi-même, j'y ai été agacé, mais avec modestie par rapport, évidemment, aux 2 précédents agacés. Donc il fallait écrire des hymnes des révolutionnaires et des marches pour tous ces hymnes, à l'arbre, à la liberté, à la mer, à l'être suprême. Il y en a même eu un au salpêtre, l'hymne au salpêtre, c'est un truc très important. Et donc là, il y avait des tâches immédiates, c'est-à-dire que les compositeurs étaient en quelque sorte dans des fonctions de service. Leur musique était ancillaire
relativement aux nécessités de politique de l'heure. Alors résultat, la musique romantique française, elle n'a pratiquement pas existé. Là où les écoles germaniques peuvent aligner Beethoven, Weber, Schubert, Schumann, Brahms ou Wagner, en France, on peut aligner Hector Berlioz. Un seul. Et encore, s'est-il lui-même formé parce qu'il avait ce qui était nécessaire, une très forte personnalité et un caractère de cochon. Mais c'est le seul que nous ayons pu aligner, et l'école romantique française n'existe pratiquement pas. Alors là, les conséquences sont quand même assez graves. Il y a rupture avec les traditions populaires. Une des conséquences majeures de la rupture avec les traditions populaires, c'est que les créateurs n'ont plus ce syllabaire élémentaire qui permet d'apprendre à écrire, qui permet d'avoir des inspirations différentes, des inspirations nouvelles, surtout en matière rythmique, par exemple. Et là, il y a un très grand creux dont nous ressentons encore les effets plus de 240 ans après. Alors, cette école romantique, bon, si faible et pratiquement pouvant être ramenée à un grand esprit, Malraux avait essayé de la faire honorer. Il avait obtenu de Gaulle qu'on puisse mettre les cendres de Berlioz au Panthéon. Et puis de Gaulle est parti en 69. Et il n'y a pas eu de suite sous Pompidou ni sous Giscard. Il y a eu une nouvelle tentative en 2000 sous Chirac qui avait accepté la chose jusqu'à ce que la LCR publie des textes de Berlioz qui n'étaient pas essentiellement pro-révolutionnaires. Donc, il a loupé le Panthéon. Bon, c'est pas plus mal pour lui. Mais la devise « aux grands hommes, la patrie reconnaissante », et elle est telle que on constate que la patrie ne reconnaît pas les musiciens. Ça n'est vraiment pas son truc. Elle préfère sans doute le scooter dans la rue du Cirque. Alors, pour ce qui concerne la reconnaissance de Berlioz, il faut reconnaître que l'Union astronomique internationale a été beaucoup plus clémente, puisque dans la grande ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, il y a un astéroïde nommé Bach et il y a un astéroïde nommé Berlioz. Et cet astéroïde nommé Berlioz n'a pas été baptisé comme ça par un astronome français, mais par un astronome allemand de l'observatoire de Teutoburg. Alors revenons à nos moutons, il y a quand même un moment où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème et un petit creux dans la transmission des traditions françaises. Ça a été sous le Second Empire, et ce qui avait motivé l'intérêt pour les musiques régionales a été un livre qui avait été édité par Théodore Hersart de la Ville-Marquée, qui s'appelle le Barzaz Braïs, qui est un livre qui est à peu près régulièrement réédité, de chants populaires bretons. La première édition date de 1839, la seconde de 1845, et la troisième était pratiquement sous presse quand Hippolyte Fortoul, qui était le ministre de l'Instruction de Napoléon III, s'est rendu compte qu'il fallait peut-être quand même s'attacher à sauvegarder ce qui pouvait encore l'être des traditions musicales populaires des provinces françaises qui avaient été si négligées par la Révolution, sinon décapitées par la Révolution. Et Fortoul a désigné 212 correspondants régionaux responsables de collectage de chants populaires un peu partout en France. Le problème pratique, c'est que Fortoul est décédé en 1858, je crois, ou 57. La mission n'était pas encore tout à fait terminée. Bon, ceux qui étaient délégués à ce genre de travail ont envoyé ça au ministère, ont envoyé leur copie, leur partition au ministère de l'Instruction. La fin de l'Empire, semble-t-il, avait d'autres soucis.
Quant à la République, elle a fait ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire que dès que quelque chose est régional, ça attaque évidemment l'universalisme à cause de ses particularités. Et donc, tout a été versé en 1877 aux Archives nationales, sans que personne ne prenne le temps de faire un travail de synthèse et un travail d'édition intelligent ou intéressant pour toute cette musique. Il n'y a eu à l'époque qu'un seul personnage qui a gardé sa copie et qui l'a édité. C'est un toubib de la Drôme, il s'appelait Damas Arbeau, qui a édité donc 2 volumes de chants populaires de la Provence. Pour le reste, tout est stocké dans les archives nationales, dont rien, alors, pas rien n'est sorti, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont souci de leur identité, qui sont allés fouiller là-dedans. En 2010, à Rennes, sont sortis 2 volumes des chants bretons de la commission Fourtoul. Mais les autres chants, ou plutôt les chants autres que bretons, eux, n'ont pas encore été exhumés. Alors, il y a là donc tout un héritage qu'il conviendrait de reprendre, de rééditer. Et c'est important de se soucier de ça. Je vais vous donner un exemple. Debussy a composé une suite pour orchestre, une suite de pièces pour orchestre qui s'appelle les images. Enfin, il y a des images pour piano, il y a des images pour orchestre. Et la seconde partie des images, qui est une courte symphonie en 3 mouvements, est intitulée Iberia. Et Iberia a marqué énormément les jeunes compositeurs espagnols, c'est-à-dire à l'époque Albéniz, Granados et Manuel de Falla, à tel point que Manuel de Falla a publié dans la revue musicale, peu de temps après la mort de Debussy, un article remerciant Debussy d'avoir réinitié les jeunes musiciens espagnols et leur avoir montré la route qui était pour eux la route royale de la renaissance d'une école musicale espagnole. Il y a quelque chose que Falla ne savait pas, c'est que Debussy a découvert et reconstruit des traces musicales de l'âme espagnole uniquement à partir d'un petit livre qui avait été édité par Felipe Pedrell, qui était un recueil de chants populaires espagnols. Autrement dit, ce que l'exemple de Debussy montre, c'est qu'à partir de cet héritage-là, il y a une capacité, pour les créateurs, bien sûr, de reconstruction d'une âme collective, d'une âme nationale, et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de sauver tout cela. Il me reste... Ah bon, d'accord. Alors, je vais conclure. Oui, alors sur le thème, bon, nous avons aussi à éviter non seulement un grand remplacement démographique, mais aussi à éviter un grand remplacement musical. Et cela pour une raison qui est très simple, c'est que toutes les musiques de nos terres, de nos territoires, de nos traditions, sont des musiques qui peuvent être développées en polyphonie. Alors que celles qui viennent ne peuvent pas être développées en polyphonie, elles ne sont pas structurées pour ça. Donc, chaque fois que vous verrez des stages ou des fêtes locales avec des représentations de chants et de danse locales, d'abord, joignez-vous au groupe, participez-y et surtout, encouragez tout cela. Il y va de notre devenir. Je vous remercie. Merci Jean-François Gaultier.